À toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire autour de la disponibilité de la donnée, qui est un enjeu majeur pour beaucoup de sociétés. Mais là, on va parler plus précisément du secteur assurance, mutuelle, finance également, puisque les personnes que nous avons aujourd'hui, en l'occurrence Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Et, Hugues, bonjour à tous et à toutes. et merci de ta présence. Travaille dans un organisme d'assurance, mais aussi financier. Donc, je suis Hugues Zé, je suis le directeur France de Pure Storage. Donc, je suis accompagné de Frédéric Arlac, qui est responsable des infrastructures, stockage et sauvegarde de Groupama GAN G2S. Merci d'être présent avec moi pour ces 40-45 minutes que nous allons passer ensemble. Donc, je Merci pour vais l'invitation, c'est un plaisir. c'est vraiment un plaisir partagé et on va découper cette partie. Je vais d'abord vous présenter en quelques mots Pure Storage, qui est Pure, et puis ensuite on sera de manière très interactive avec Frédéric pour échanger sur et les enjeux du groupe actuel, de demain, et la manière dont la transformation est conduite dans un très grand groupe comme Groupe Amagan. Donc Pure Storage, en quelques mots, qui sommes-nous? Je dirais que c'est la start-up qui a fait Up, société née en 2009, octobre 2009, première commercialisation de produits fin 2011, avec un objectif assez simple mais ambitieux, qui était de révolutionner le domaine du data management. Vous me direz, du data, de la data, de la gestion de la data, du stockage, ça fait déjà quelques années qu'il y en a. Oui, mais il fallait penser différemment, tout simplement parce que ça faisait longtemps quand même que ce secteur n'avait pas été, entre guillemets, dépoussiéré. Qu'est-ce qui a amené à ça? Plusieurs choses. La première, un constat relativement simple sur le fait de dire il faut qu'on passe le moins de temps possible, donc il faut vraiment, d'un point de vue logiciel, simplifier la manière dont on va gérer nos données, dont on va gérer notre infrastructure qui pilote nos données, parce que c'est l'or noir des entreprises, la donnée. Être très API ready pour pouvoir s'intégrer à un ensemble d'écosystèmes très importants. Et puis être cloud ready, parce qu'au moment où Pure est né, le cloud arrivait, on en parlait déjà. Donc, premièrement, cette partie-là. Deuxièmement, partie matérielle. On a tous ce type d'appareil hein, dans nos poches. Le smartphone qui est né il y a 12 ans avec des systèmes de NAND, très coûteux au moment où c'est né. Et puis, avec l'avènement du smartphone, c'est quelque chose qui s'est largement démocratisé. Donc, un coût mécaniquement qui baisse parce qu'il y a plus de demandes, donc de production. Optimisation des prix, ce qui veut dire quelque chose qui devient plus d'actualité, qui peut être utilisé par tout le monde. Donc une érosion des prix de cette NAND, qui est le média flash que l'on a aujourd'hui dans nos solutions, puisqu'on est 100% flash. Et puis enfin un programme, on a basé ça sur un programme qui s'appelle Evergreen chez Pure, qui est la manière de mieux consommer et de ne plus jeter les assets tous les 5 ans, de ne plus faire de tech refresh. On est sur la fin des cycles de refresh et on n'a plus de migration à opérer. On a un système qui est architecturé autour d'une technologie appelée stateless, qui permet à la donnée de rester en place et on va faire évoluer l'architecture, l'infrastructure autour de cette donnée. Donc logiciel, matériel, le programme, avec ces trois solutions-là, nous avons créé Pure Storage, qui est la startup qui a fait Up, 1,7 milliard de résultats sur notre dernière année fiscale, plus de 8000 clients, quasiment 10 000 maintenant au niveau mondial. Un Net Promoter Score, pour les gens qui ne sont pas initiés, vous pouvez poser la question dans le chat auprès de Sébastien Frey, qui est le host. Vous posez la question directement et vous aurez les réponses. Donc, le Net Promoter Score, c'est la manière dont les gens perçoivent et recommandent les solutions Pure Storage. 83,5, c'est énorme comme score. La moyenne de notre industrie, elle est autour de 25-30, pour vous situer. Et 7 fois consécutivement leader du Magic Quadrant. J'ajouterai du Giga Home également pour les gens qui s'intéressent et regardent de près les containers avec notre solution qui s'appelle Portworx. Une fois que j'ai dit cela, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont on va consommer. On peut consommer
de manière traditionnelle, hein, on est tous habitués à faire de la consommation CAPEX depuis quelques années, mais on a beaucoup fait évoluer ce modèle et ce monde-là pour pouvoir aller vers un modèle OPEX qui ressemble beaucoup et qui est en ligne avec la consommation telle qu'elle est faite dans le cloud public. Quand on parle de multi-cloud, si on n'a pas la bonne consommation, on peut avoir les bons outils, mais si on n'a pas le bon modèle de consommation, c'est quand même un vrai problème. Notre offre s'articule autour de je dirais, quatre axes principaux. Comment est-ce qu'on gère la donnée structurée? C'est quoi la donnée structurée? C'est tout ce que vous avez, tout ce que nous avons dans nos data centers depuis quelques années, les bases de données traditionnelles, Oracle, SQL, pour ne citer qu'elles. Ensuite, les données non structurées. Là, on est sur toutes les applications plutôt modernes. Il y a beaucoup de développeurs qui viennent voir en disant je veux faire de l'élastique, je veux faire du Kafka, je veux faire des choses qui sont un petit peu différentes de la manière dont on venait gérer les assets auparavant. Ce n'est pas la même manière d'adresser les données et de les gérer. Et pour qu'une application soit fortement opérationnelle, il faut que les données sur lesquelles qu'elle utilise et que ces données reposent sur des solutions qui sont extrêmement fiables, extrêmement performantes, très disponibles. On est sur du 24/24, 7/7, puisque sans données, aujourd'hui, une entreprise va avoir beaucoup de problèmes pour pouvoir continuer son activité et être time to market au niveau de son activité professionnelle. Après, on a un axe sur la gestion des containers, de plus en plus d'actualité. Données non structurées containers, d'après IDC, d'ici 2025, c'est 80 à 85% des nouvelles applications qui sont développées dans ce modèle-là. Et puis enfin, tout ce qui est autour de la data protection, par des mécanismes qu'on appelle du safe mode et par des mécanismes de fast recovery. Ça vous permet quoi, ça? On connaît tous, malheureusement, l'actualité depuis une grosse année et demie, quasiment 2 ans sur les ransomware. Ça n'arrête pas. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement cette actualité avec LinkedIn et 800 millions de comptes qui ont été hackés. Donc attention à vos comptes LinkedIn, aux informations que vous avez dedans au passage. Donc attention à ça, ça veut dire qu'il faut protéger. C'est un peu comme une maison, hein, et puis en plus on parle d'assurance, là très bientôt avec Frédéric. Une maison, on peut la protéger, on va mettre des alarmes, c'est très bien, mais si un voleur a décidé de rentrer, il finira par rentrer. Donc ensuite, il faut s'assurer qu'on ait fait des copies, des photos, qu'on ait tout ce qui va pour pouvoir démontrer à l'assurance qu'on avait des bijoux ou autres et pouvoir se faire rembourser. C'est exactement pareil avec les données. On a la protection et puis après, on a la deuxième partie qui est comment est-ce que je fais le recovery de mes données de manière simple, rapide et fiable. Et c'est là où Pure Storage a déjà sauvé pas mal de sociétés avec lesquelles nous travaillons et où on peut vous apporter des solutions extrêmement pertinentes. Donc la modernisation et la gestion des données, c'est le patrimoine de l'entreprise. Ça, c'est notre métier. Et puis, on est également très présent dans le secteur qu'on appelle le secteur du FSI, qui est la finance, l'assurance, et puis les mutuelles. Encore une fois, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat auprès de Sébastien. Frédéric, alors un grand merci pour ta présence et je vais te laisser te présenter. Merci Hugues. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Merci pour l'invitation. Donc, mon parcours en quelques mots, j'ai été consultant pendant 12 ans dans l'informatique, essentiellement dans le secteur banque et assurance. Et depuis 2017, j'ai intégré le groupe Groupama GAN et plus précisément l'entité Groupama Support et Services. Alors on va passer, j'ai à peu près 40 minutes ensemble. L'objectif, c'est que ça soit interactif, convivial. Est-ce que, alors, Groupama GAN, G2S, est-ce que tu peux nous présenter le groupe? Groupama, tout le monde connaît, Groupama GAN, le vélo aussi, hein, c'est en ce moment sur le Tour de France, hein, il y a l'équipe, c'est Groupama Tout à FDJ, si fait. je ne me trompe pas, C'est c'est ça, ça? exactement. La Hein. Groupama FDJ, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi dans le groupe comme transformation majeure? Parce que moi, je connais depuis toujours. Je suis d'une famille d'agriculteurs. Donc, mon grand-père, par exemple, était assuré chez Groupama. Alors, effectivement, je peux repositionner en quelques mots le groupe de manière à ce que l'audience puisse rafraîchir les éventuelles informations qu'elle a sur la société. Donc, le groupe Groupama GAN, c'est un groupe mutualiste qui est présent dans 10 pays avec un fort ancrage sur le territoire métropolitain et d'outre-mer.
Il est constitué des marques Groupama et GAN, ainsi que d'un écosystème de partenariats, animé par 31 000 collaborateurs et à peu près autant d'élus, de par sa composition mutualiste. Le groupe est le partenaire de 11,5 millions d'assurés et génère un chiffre d'affaires de 14,4 milliards. Si on regarde un petit peu les podiums pour le situer sur le marché français et européen, en l'occurrence là plutôt sur le marché français, c'est le premier assureur de l'agriculture, des collectivités publiques et de la santé individuelle. C'est le deuxième assureur en habitation, le troisième en prévoyance et le quatrième sur le segment automobile. Les métiers qui sont servis sont ceux que l'on retrouve généralement dans les groupes d'une taille comparable, à savoir l'assurance de biens, l'assurance de la personne et les services financiers. Ce qui fait la particularité d'un groupe mutualiste, et j'enfonce un peu une porte ouverte, c'est l'esprit mutualiste. Cet esprit irrigue vraiment toutes les entités avec les valeurs associées. Ça se traduit à l'échelle du groupe par de nombreuses initiatives solidaires. Et si on zoome un petit peu dans notre quotidien, dans les équipes, on trouve ces valeurs dans la cohésion, la rigueur, la solidarité, l'expertise au service de nos métiers. Tu évoquais en introduction le fait que oui, Groupama est partenaire de certaines activités, certains événements. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, les différents partenariats étaient plutôt en phase avec ces valeurs. Je pense notamment à la course au large avec l'équipage de bateaux. Et là, concrètement, aujourd'hui, effectivement, la Groupama FDJ qui est en course est engagée sur le Tour de France, la plus belle course au monde. Tout cela révèle un socle, une valeur essentielle, c'est l'engagement, un fort engagement individuel au service du collectif. Je pense qu'on pourrait résumer ainsi. Une fois le groupe présenté, là aussi succinctement, je me tourne vers mon entité, Groupama Support et Services, qui est le GIE, en charge de la partie informatique et logistique du groupe. Si on zoome sur la composante IT, on va retrouver une structure, je pense, assez commune avec nos pairs. Une composante support transverse, une composante études, une composante urbanisation et une composante production. C'est au sein de cette dernière qu'on va retrouver les métiers de l'ingénierie technique, l'exploitation, l'automatisation, le build de métier. Et on y trouve bien sûr les équipes de l'écosystème stockage, et notamment l'équipe en charge des infrastructures que j'ai la chance de manager. Très bien, merci pour cette introduction. Et tu as parlé d'esprit d'équipe. Ça, c'est des choses moi, qui me sont très chères. Et puis, c'est toujours la manière dont je souhaite que l'on travaille ensemble. C'est dans un modèle de partenariat et non pas de client-fournisseur. Donc, je pense qu'on a un lien dans cet esprit d'équipe entre l'équipe G2S et puis notre collaboration. Un lien, je dirais même tripartite, parce qu'on travaille également avec l'un de nos partenaires. Hein. C'est la manière dont nous travaillons pour la partie intégration. Et ça fait un peu plus de 2 ans que l'on collabore ensemble. Donc, comment est-ce que tu vois cet esprit et ce partenariat? Je vais revenir à un des mots que tu as cité, c'est la collaboration. Une collaboration, c'est avant tout une rencontre. Et une rencontre, c'est souvent composé de différentes phases. Vraiment, il faut se connaître, se croiser, s'identifier. C'est une de nos missions, maintenir une bonne veille technologique depuis nos locaux ou dans les salons IT, afin d'avoir constamment une vision objective de ce que les éditeurs, les constructeurs, les intégrateurs peuvent proposer en termes de solutions. Et dans ce cadre, vous avez identifié il y a quelque temps, effectivement, vous et vos technologies surtout, comme étant innovantes et susceptibles d'apporter, d'améliorer le service que nous rendons au quotidien à nos assurés. Une fois cette phase, maintenant qu'on s'est vu, qu'on se croise, il faut une étincelle et une envie mutuelle de collaborer. Bon, l'étincelle, dans notre cas, ça a été un appel d'offres auquel vous avez répondu avec l'intégrateur StoreData. Tu es nommé tout à l'heure les intégrateurs qui font tout à fait partie de cette alliance qui se constitue lorsqu'on collabore. Euh, Dans cet appel d'offres, on a exprimé un certain nombre d'exigences multi-axes, très engageantes pour le futur partenaire. Et on peut citer évidemment des axes que tout le monde va avoir en tête, hein, un fort niveau de performance, une disponibilité maximale pour nos données, une simplicité de management, d'évolution, une empreinte au titre du RSE la plus réduite possible, une prédictibilité des éléments qui sont plutôt communs dans leur nature, mais pour certains d'entre eux avec des CLA très engageants et très élevés,
du fait de certaines spécificités du groupe. Et ça constitue, je pense, la première brique d'une relation durable. C'est le fait que dès le départ, les règles, les attendus, le niveau d'exigence, en toute transparence, sont mis en visibilité de tous les acteurs qui auront envie de travailler avec nous. Et c'est une façon pour nous d'exposer nos valeurs à tous ceux qui veulent interagir avec nos services. Pour l'envie mutuelle, je parlais d'étincelle et d'envie mutuelle. Bon, l'envie mutuelle, je pense que notre présence ici est suffisamment, aujourd'hui, suffisamment explicite. Vient ensuite le dernier temps. Il faut alimenter cette collaboration au quotidien et durer. C'est sans doute la phase la plus difficile car l'épreuve du temps est parfois un petit peu un révélateur cruel. En interne, on a une vraie culture de l'engagement et de l'excellence opérationnelle. C'est sans doute lié à notre ADN et au métier de la production. Je pense que tous ceux dans l'audience qui pratiquent les métiers de la production ont ce même niveau d'exigence et le même mindset. C'est une constante dans le temps. Nos partenaires doivent donc embrasser dans le temps cette culture d'excellence opérationnelle afin de contribuer au collectif. Tu parlais de valeurs, comment on décline, mais voilà, c'est participer au collectif et que dans la globalité, le service soit rendu à nos clients. Et depuis 2 ans, nous avons pu mesurer collectivement que les équipes sur Storage, les équipes sur Data et GDS sont constamment dans une dynamique qui converge vers la satisfaction des exigences initiales, ce qui est un gage de sérénité et de confiance mutuelle. D'ailleurs, à titre personnel, sur la partie confiance, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se gagne. C'est plutôt quelque chose, malheureusement, qui peut plutôt se perdre parce que le capital initial est toujours le même lorsqu'on initie une collaboration. Et elle peut se dégrader, elle peut se perdre si au quotidien, l'engagement, le service n'est pas au niveau. Et la somme des efforts pour reconstruire cette confiance, c'est toujours un challenge assez difficile. Donc, en synthèse, notre collaboration avec Pure Storage et avec Stordata s'est fondée sur le socle de valeurs qui nous anime. Et ben ça, c'est une bonne chose et on va faire en sorte collectivement que ça continue et qu'on ne perde pas cette confiance, c'est important. On a la donnée dans un organisme comme Groupe Amagan, c'est central, hein, on parle d'environnement finance, d'environnement d'assurance. L'outil de production fait la donnée. Euh, à contrario d'un industriel, par exemple, qui va produire bien des véhicules, ou bien des avions, ou bien des produits de matières premières finies, même si on le voit sur ces dernières années, ça a quand même aussi pour cette partie industrielle beaucoup évolué, cette gestion de la donnée. Et comment est-ce que vous de manière un peu plus concrète, comment est-ce qu'elle est sublimée, comment est-ce qu'elle est travaillée chez Groupe Amagan? Bon, comme tu disais, pour le métier d'assureur, plus que pour d'autres secteurs d'activité, la donnée, c'est vraiment le plus précieux. C'est un très fort vecteur de croissance, notamment avec le développement des data science. C'est ancré dans notre ADN là aussi. C'est une source d'information sur le passé qui nous permet, si on sait la raffiner, la modéliser toujours plus précisément, d'avoir une prédictibilité de l'avenir. Prédictibilité avec une dose de modestie, puisque les modèles mathématiques qui permettent de prévenir l'avenir avec certitude ne sont pas encore de ce monde. Et ça, c'est ce qui constitue l'activité de l'actuariat, qui est le cœur de la mécanique d'un assureur. Avoir un modèle plus précis pour prévoir mieux, avoir une meilleure prédictibilité, c'est un avantage et un levier concurrentiel majeur. On le constate d'ailleurs dans notre quotidien, hein, cette amélioration des modèles, par exemple au titre de la météo, depuis une dizaine d'années, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les prévisions sont de meilleure qualité. Ce qu'on constate également depuis cette dizaine d'années, c'est que le volume de données produites a littéralement explosé. Mais toutes ces données, elles n'ont pas la même valeur. Elles sont de plus en plus spécialisées. Si on devait faire un parallèle, c'est une botte de foin qui a été multipliée par 10, mais au sein de cette botte de foin, le nombre d'aiguilles a lui aussi augmenté en volume, mais également en nature. On a des aiguilles de différentes tailles. Donc il faut être plus agile à identifier ces éléments. L'enjeu majeur, je pense, c'est de conserver le contrôle de ces masses, afin d'être en mesure de produire de la valeur avec, sans se faire submerger. Donc c'est un balancier donc, entre l'opportunité et le business qui est réel, et en même temps la donnée nous oblige de notre côté, parce qu'on a les risques du capacitaire, on a les coûts de possession,
et de sécurisation, le réglementaire, et qui tous ces axes-là, eux aussi, ont connu la même courbe de croissance en parallèle des volumes. Donc, ce Mhm. contrôle, ça nécessite des ajustements réguliers de toutes les équipes G2S sur les aspects techniques, fonctionnels et organisationnels. Euh, cette donnée, elle nous permet d'avoir une connaissance toujours plus fine des besoins et des attendus de nos clients. C'est ce qu'on appelle chez nous, chez G2S, la vision 360. Je pense que c'est une déclinaison qui existe sous d'autres appellations chez nos pairs, mais cette vision est vraiment structurante. Donc, qu'elle soit technique, qu'elle soit métier, qu'elle soit issue de nos data centers, qu'elle soit issue des devices de nos clients, comme tu disais, les smartphones ou autres. La donnée, c'est la matérialisation de l'engagement que nous avons envers ceux qui comptent sur nous pour les accompagner au quotidien. Donc, éclairé de cette manière, je pense que ce qu'on a évoqué précédemment, la notion d'excellence opérationnelle, l'engagement fort au service du collectif, tout ça, tous ces éléments prennent leur sens, car la donnée issue de nos systèmes contribue à rendre une multitude de services qu'on n'identifie pas forcément en première lecture. Ça va de la consultation des conditions générales de son contrat d'habitation, soir d'insomnie de juillet ou d'août, en cas de Mhm. canicule, mais aussi jusqu'à la mise en œuvre de toute la chaîne logistique qui va permettre, par exemple, de rapatrier une personne qui est en urgence sanitaire à l'étranger. Mhm. Donc, on a effectivement beaucoup de choses à travailler autour de cette donnée. Ouais, on n'est pas dans la même criticité là, hein, parce que à la Non, limite, tout à fait. celui qui n'arrive pas un soir de juillet d'insomnie à lire son contrat sera peut-être pas content, mais bon, il restera peut-être le lendemain si la nuit est également mauvaise. Par contre, la problématique de ne pas arriver à rapatrier quelqu'un ou de ne pas assister quelqu'un, puisque je sais que vous avez des applications d'assistance à la personne, là on parle de l'humain. Donc là, si la data n'est pas disponible, on est dans une forte criticité. Donc Tout ça à fait. c'est vraiment la Mais valeur. effectivement, voilà, ces données sont de nature différente, mais le service qu'on rend doit être ISO, doit être de très haut niveau, puisque justement, derrière, les services qui sont fournis euh, peuvent être en interaction avec de l'humain de manière très forte. Oui, parce que si un soir d'insomnie de juillet, j'arrive pas à consulter mes conditions générales, je vais peut-être pas avoir confiance pour prendre l'application de gestion d'assistance à la personne. Tout Sait-on à fait. jamais? Ouais, ouais, Donc, c'est un combat au as raison. quotidien de tous les instants. T'as raison. Tu as raison. Donc dans notre collaboration, dans cette disponibilité, comment est-ce que Pure aide le groupe maintenant et pour l'avenir? C'est quoi les quelques points importants que tu relèves? Sur la base de notre expérience, je pourrais évoquer quatre points. Le premier point au quotidien, c'est la simplicité. Sur le cycle de vie que nous avons observé jusqu'à présent, de l'intégration de nos data centers à l'exploitation au quotidien en passant par les montées de code, les campagnes de mise à jour, clairement, le challenge de la simplicité est relevé. Le collectif qui a été créé avec les équipes pures, avec l'intégrateur et G2S, je pense, permis aussi la fluidité de cet élément. Euh, on effectue régulièrement des exercices de simulation de sinistre et le Mhm. retour des équipes sur les technologies pures sont positifs. Donc, globalement, le challenge de la simplicité qui est relevé, donc premier axe, premier point. Deuxième point, la performance. C'est un élément primordial, la performance. Mais en même temps, en première lecture, ça passionne pas souvent les foules. On va dire que c'est quelque chose de technophile ou de geek. Mais quand on parle de performance, la plupart des gens s'imaginent un benchmark qui démontre un exceptionnel temps de réponse sur un use case qui est très spécifique, qui est souvent d'ailleurs très loin de notre réalité euh, ou de notre quotidien. C'est pas vraiment l'enjeu. Lorsqu'on parle de performance, on entend plutôt stabilité des performances pour notre parc applicatif dans sa globalité. Après, bien sûr, tout le monde est friand d'avoir des performances et des temps de réponse optimisés. Je, je le concède. Mais la stabilité, c'est l'élément fort, je dirais, de cet axe de performance. Si on se tourne un petit peu vers l'avenir, bon, on va le mettre à l'épreuve prochainement. Euh, les volumes de données ne font que croître et tout matériel a un cycle de vie qui nous amène un jour à le remplacer. Or, qui dit remplacement dit migration. Et je pense que mes pairs ici présents seront en phase. Migrer un péta ou migrer 100 Tera, c'est vraiment pas les mêmes enjeux. Et donc, les baies étant toujours plus capacitives, les volumes de données toujours plus grands,
c'est un enjeu vraiment, vraiment fort. Donc, la continuité de service qui est proposée lors des phases d'évolution des matériels, c'est un élément très, très, très structurant. Et comme je le disais, on va bientôt l'éprouver. Euh, une image, c'est toujours plus agréable de se dire que pendant que je roule dans ma voiture, toutes les pièces qui la constituent vont être remplacées sans que j'ai besoin de m'arrêter. Je pense que c'est une bonne image. Et d'ailleurs, Quoi. enfin, Et même de c'est décélérer, tellement. parce qu'on va garder la même allure. On va garder le rythme, exactement. Mais voilà, on imagine bien, c'est un vrai challenge. Enfin, le modèle financier, toujours pareil sur une notion d'avenir. Pour continuer dans mon analogie automobile, c'est plus agréable que cette évolution soit prévue et budgétée dans mon abonnement d'entretien mensuel. Ce que je veux, moi, c'est rouler, c'est pas acheter une nouvelle voiture. Donc, la prédictibilité des coûts de maintenance dans le temps, c'est un élément qui est très appréciable. Donc, voilà les quatre axes sur lesquels, je pense, on a eu un gain réel. Ouais, ce que tu as décrit avec l'image de cette voiture que j'aime beaucoup, hein, qui continue à rouler, on l'a fait évoluer, c'est ce modèle Evergreen dont j'ai parlé en introduction et qui est lié à ce modèle financier parce qu'il y a la prédictibilité, hein. Ça, c'est vraiment un point très important. Et puis de ne plus avoir à faire ces migrations, à assurer cette continuité de service, parce que quand on fait de la migration, finalement, on n'apporte pas de valeur. On apporte du risque. Du risque. C'est Donc ça. bon, c'est. Alors, simplicité, performance, tu as quelques KPI à nous donner pour illustrer un peu ces propos-là? Bon, pour avoir un peu de concret, euh, depuis 24 mois, on opère environ 2 fois plus de données structurées. Donc, sur la base de ce constat, comment ça a déformé notre différents axes. Donc, si je me tourne vers le data center, là, on est vraiment dans la mesure physique. On a réduit le nombre de baies d'un facteur 10 environ. Donc, ça représente des mètres carrés utilisables pour d'autres usages. Lorsqu'on sait que le mètre carré data center, c'est un asset qui est quand même très, très coûteux. Mhm. Donc, c'est une source importante d'optimisation et des leviers de croissance pour d'autres axes, compute, réseau et autres assets. Du coup, aussi, le bilan RSE est très positif puisqu'il s'inscrit dans une dynamique Green Data Center. On a une forte réduction de la consommation électrique, de par le nombre d'équipements, la densification qui sont réduites. Donc, on a moins de chaleur fatale. Moins de chaleur fatale à dissiper, c'est autant de gains sur l'énergie nécessaire à la climatisation et au refroidissement des équipements. Donc, c'est un cercle qui est plutôt vertueux. Également, un élément qui est là aussi pas forcément visible en première lecture, de par la densité, on a pu réduire d'un facteur 10 à 20 les connectiques qui irriguent toutes nos baies. Donc, Mhm. on a été en mesure de repousser certains cycles de croissance ou de rénovation des équipements réseau associés. Et également, là aussi, d'un point de vue purement statistique, le fait de manipuler moins de liens, ça réduit également le risque d'erreur lors de ces manipulations, ce qui est toujours appréciable. Un assureur aime bien baisser le risque. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Si on regarde sur le périmètre métier, disponibilité de 100% des infrastructures de stockage à 10h31 aujourd'hui. Donc ça dure. Des améliorations notables sur l'exécution de certains traitements. J'ai en tête des batchs qui ont eu un temps de traitement réduit d'un facteur 5. Et globalement, des temps de réponse stables. Donc, on parlait de stabilité. Ces temps de réponse, effectivement, on les constate comme étant stables dans le temps. Donc, c'est le gage d'une expérience digitale fluide sur nos systèmes applicatifs. Mhm. Donc une Enfin, production satisfaite, un DSI heureux et donc des métiers contents. je pense qu'effectivement, on pourrait tirer ce bilan. Sur les aspects organisationnels également, un axe qui n'est pas toujours visible également, le doublement de ces données qu'il faut donc conserver et protéger, c'est fait à ISO collaborateur. C'est également quelque chose de structurant. Mhm. Oui, parce on vous demande souvent, au niveau de vos DSI, de faire plus avec moins ou de faire beaucoup plus à ISO, On a doubler des ou challenges, on a des challenges à relever sur l'optimisation, sur les gains être plus efficient au sens large. Oui. Oui. Mm, mm. Mais ça, c'est commun à toutes les personnes ici présentes. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de cette vision à 360, qu'elle soit à la fois au niveau de l'IT, et tu mentionnais le fait que vous soyez toujours en recherche constante de nouvelles solutions pour justement optimiser ce que l'on vient de citer sur les KPI, et merci de les avoir partagés, mais également sur l'utilisateur.
quand on est utilisateur, tous les services, et on a cette vision, d'où la data, d'où cette or noire hein, dont je parlais tout à l'heure. Il y a des services vers lesquels s'oriente le groupe. Oui, dans le cadre de la vision 360, j'ai évoqué effectivement cet élément. La stratégie du groupe a été récemment synthétisée dans ce qu'on appelle la démarche SI 2025, qui est un programme sur plusieurs années. Et cette démarche est clairement data-centric. Donc, on voit bien que la donnée est au cœur du jeu. Bon, on peut se poser la question, pourquoi une démarche data-centric? Si on se repositionne du côté de l'usage du consommateur, dans notre quotidien, ce qu'on souhaite, c'est avoir un service qui est personnalisé et exhaustif. Un service qui adresse un besoin que je n'ai pas, oui, que je n'ai pas, c'est inutile. Un service qui adresse une partie de mon problème, mais pas en totalité, ça génère de la frustration. Un service qui adresse un périmètre énorme par rapport à mon besoin me donne l'impression de payer trop cher un service que j'utilise que partiellement. Donc, ce qu'il faut, c'est aller vers un service qui répond parfaitement et seulement à mes besoins en tant qu'utilisateur. Et dans ce cas-là, ce service-là est non seulement adopté par l'utilisateur, mais par communication positive. En plus, il se retrouve très souvent, très rapidement en position de force sur le marché. Donc, si on ajoute à ça le fait que cette consommation de ces services exige de plus en plus du temps réel, de l'événementiel, tous ces nouveaux usages amènent de nouvelles contraintes. Donc, la donnée est vraiment mise sous les projecteurs, mais avec beaucoup de variables et de contraintes qu'il faut adresser de manière extrêmement professionnelle. Donc, la vision en 360 de nos clients, c'est se mettre en position de proposer de tels services, donc très personnalisés, très adaptés. Et il faut pour ça, bien sûr, capter, comprendre, catégoriser les attentes, les besoins, mais il faut aussi capitaliser sur les informations qu'on a déjà collectées, corréler ces informations en interne, mais également les corréler à des événements externes, on rentre dans d'autres domaines, appliquer les bons modèles sociologiques, le niveau d'information, de communication, j'ai pas envie d'être spammé, je veux juste avoir les informations dont j'ai besoin. Il faut processer la donnée au plus proche de l'utilisateur, en évitant les échanges, les transferts, les accès utiles. Donc on voit que cette vision data-centric, c'est vraiment le cœur du développement de tels services. Donc c'est délicat parce qu'on attend de la haute couture, mais avec une cadence industrielle. Donc ça nécessite une transformation de nos métiers, Ouais. un repositionnement de la donnée au cœur du SI, avec des applications qui sont toujours plus optimisées et vertueuses pour faire transiter et consommer le juste niveau d'information. C'est ça le challenge, je pense, autour de cette donnée. Mais bon, c'est très enrichissant et motivant de bâtir de tels systèmes. Ouais, et puis il faut gérer aussi toutes ces nouvelles applications avec des développeurs qui arrivent avec une nouvelle manière de voir les choses ou de consommer, hein. On a parlé de données structurées, non structurées, containerisation, cloud. Donc là vous construisez, vous bâtissez le cloud interne de Groupama. Alors quid de effectivement l'hybridation, tout ce qui est autour de données non structurées, containerisation. C'est quoi la vision et la suite là pour G2S? Sur l'aspect cloud, je pense enfin, containerisation et tout ce que tu as évoqué, je pense qu'il faut sortir un peu de l'aspect technique et prendre un petit peu de recul. Qu'est-ce qui fait qu'on doit mettre nos données on-prem, edge ou cloud? Ouais. Je pense qu'on l'a perçu, c'est l'usage. C'est l'usage. Le reste, c'est une mécanique d'optimisation potentiellement très complexe, mais qui reste à la main de nos experts. Le socle, c'est vraiment la déclinaison de notre vision, c'est la déclinaison on-prem qui doit être solide. Pas seulement dans une optique d'infrastructure seule, mais parce que l'on-prem, c'est la rampe de lancement et d'atterrissage de nos données, en provenance ou à destination du edge ou du cloud. Donc, ce qu'on ne maîtrise pas bien sur la dimension on-prem ou pas totalement, ça peut s'avérer assez inquiétant, voire dangereux, si on bascule sur le cloud, notamment dans une optique aspect coût et sécurisation. Donc, pour ça, il faut revenir à ce que le cloud peut nous apporter. Donc, c'est un accélérateur sur les aspects time to market, tu l'évoquais tout à l'heure en introduction. Euh, Effectivement, le cloud est en capacité à fournir très rapidement des environnements. C'est un très bon candidat pour absorber les activités qui ne constituent pas le cœur de métier. J'ai en tête notamment les outils de communication, comme la suite Office 365 avec tous les outils de communication associés. La consommation de tels services dans le cloud a vraiment du sens. C'est un atout également en période de crise, comme nous l'avons vécu. Il y a eu la mise en œuvre du télétravail avec un accès massif depuis des points d'accès distants
à des ressources communes. Donc, le cloud a une force là-dessus. Également, dans un aspect de fourniture d'équipement, lorsqu'on se tourne vers les infrastructures, j'ai en tête, par exemple, les contentions qu'on a pu et qu'on peut connaître encore autour des assets type GPU. Et donc, se tourner vers les services cloud permet de pallier le fait que les sources d'approvisionnement classiques sont parfois un petit peu en défaut, lié au contexte qu'on a tous connu. Donc, le cloud a des forces. Il a aussi des éléments. Alors, là, ça n'engage que moi, à titre personnel. Je pense que le cloud, c'est pas une solution universelle à tous les use cases. C'est pas non plus un levier miracle pour réduire les coûts si on adopte seulement une démarche lift and shift. Pour vraiment transformer l'application, il faut transformer l'expérience. Et c'est pas spécialement facile d'accès ou consommable simplement. Même si on tend vers une simplification, mais il faut un conseil, il faut une expertise interne pour éviter les pièges. Donc, le modèle d'hybridation qui permet une flexibilité de positionnement des usages, c'est un très bon modèle pour tirer justement profit des forces en fonction de l'usage, clairement. C'est la même philosophie que que le débat qu'on a eu il y a quelques années sur est-ce qu'il faut du SAN, du NAS, de l'objet, enfin, que du SAN, que du NAS, que de l'objet. Il faut tout. Il faut les trois. Chacun a des forces, chacun a des faiblesses et il faut tirer parti de ces éléments. Donc là, maintenant, on est dans une matrice avec non seulement ces technologies, mais le positionnement en fonction des usages. Ouais, et puis on parle de plus en plus de DevOps, de microservices, donc il faut pouvoir avoir les infrastructures, le modèle opérationnel qui permet de suivre ça, parce que, comme tu l'as rementionné, cette partie time to market, il faut pouvoir s'adapter à ces nouvelles apps qui vont nous permettre et qui vont permettre au métier de gagner du temps. Ça, c'est indispensable. Il y a une étude d'ailleurs sur, on parlait de consommation, on parle beaucoup du as a service. Je vais partager cette étude IDC. Je pense que vous le voyez. IDC a parlé que 50% de l'infrastructure de data center seront consommés en tant que service d'ici 2024. Donc, ça veut dire que si on ne pense pas, alors j'ai mentionné tout à l'heure le modèle CAPEX, il y a ce modèle OPEX. On a chez Pure, depuis plus de 3 ans maintenant, monté ce catalogue de services, cette partie consommation à l'usage. Il y a une grosse augmentation de cette demande dite infrastructure sur site as a service. Qu'est-ce que tu penses de cette consommation à l'usage par rapport à ton métier et au groupe? Je vais commencer par paraphraser les financiers. Le marché a raison. Ouais. Donc, c'est forcément une offre qu'il faut avoir dans son catalogue, car elle peut s'avérer optimisée en fonction de l'activité métier, de l'usage. Et c'est là justement que se joue l'élément de choix. Si on se penche sur le secteur de l'assurance dans sa globalité, par expérience, je pense que collégialement, on est d'accord qu'on n'a pas vraiment de pic et de creux significatifs sur nos volumes de données. On est plutôt dans une sédimentation plus ou moins rapide, en fonction des périodes, de volume de données. Donc le dimensionnement des infrastructures qui est fait, il est réalisé en prenant en compte une pente de croissance plus ou moins forte sur les axes capacitaires, sur les axes IO, mais relativement linéaire. Donc à l'usage, nos infrastructures ont dès le départ une charge plutôt forte et homogène, et le développement temporel va faire qu'elles vont être dans tous les cas utilisées au maximum de leur capacité. Donc le choix, dans ce modèle-là, le choix CAPEX-OPEX, ça relève plus d'une stratégie FinOps ou d'une orientation des personnes en charge du respect des plans budgétaires au sein des différentes structures. Après, si on se tourne vers d'autres secteurs comme le retail, qui sont classiques ou digitalisés, ou l'industrie, eux peuvent connaître de forts pics d'activité. Et j'ai en tête notamment des articles que j'avais vus sur comment gérer le Black Friday. Ouais. Donc Mm. pour certains, c'est un vrai enjeu. C'est générateur de beaucoup de transactions et donc de données. Et c'est un élément métier hyper structurant sur le chiffre d'affaires annuel. Et dans ce cas de figure, investir une infrastructure capable d'encaisser le pic de ce jour-là, c'est également avoir une infrastructure qui va ronronner le reste du temps. Donc, dans ce modèle-là, effectivement, le modèle de consommation à usage, il prend tout son sens. Donc, il faut d'abord bien identifier, bien connaître son métier. Comme j'ai dit, sur la partie assurance, c'est pas forcément un élément en première lecture dans la globalité. Après, il peut y avoir des niches sur lesquelles c'est pertinent. Mais il faut
Voilà, il faut savoir l'actionner si effectivement le métier qu'on veut servir, l'usage qu'on veut servir est adapté. Hmm. Mais tu l'as dit, ça va de plus en plus vers ce modèle. C'est le modèle de consommation sur la partie cloud. Je dirais que chez Pure, on a été aussi plus loin dans ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on fait 7 infrastructures SaaS au service sur des engagements minimum, volumétrie aussi minimum. C'est vraiment cette consommation à la hausse, à la baisse, et avec cette capacité à venir piloter pour nos clients et la partie data management, parce que c'est nous qui sommes responsables du maintien en condition opérationnelle de cette partie-là, et la partie capacity planning. Donc c'est vraiment un tout qui permet de répondre à ces besoins, à ces enjeux. Je Euh, pense que c'est des offres qui vont se développer, qui vont maturer, qui vont gagner en précision, en pertinence, en personnalisation. Donc, on parlait tout à l'heure d'autres culture. Je pense que c'est quelque chose qui Tu va parlais avoir. de haute couture, oui, on est dedans, hein. Voilà. On est dedans. Et généralement, IDC ne se trompe pas trop quand même dans ses études. Parfois, ça peut glisser un petit peu ou Mm. s'avancer un peu. Voilà, 2024, ça peut être 2023, ça peut être 2025, mais généralement, ils ne se trompent pas trop. Pour conclure, puisqu'on on arrive à la fin, tu connais bien les offres pures. Tu as mentionné quelques points différenciateurs forts. Tu les as illustrés de KPI. Si on devait retenir un élément, c'est quoi l'élément le plus différenciant pour toi? Alors, l'élément le plus différenciant, c'est l'offre que vous proposez Evergreen. Je pense que c'est le point le plus disruptif par rapport à vos compétiteurs. L'infrastructure évolue autour de la donnée sans impacter son cycle de production et de consommation. Donc, on s'affranchit des cycles de migration. C'est un vrai plus. C'est aussi le gage d'une cohérence dans la durée, car les upgrades tous les, tous les 3 ans permettent de remettre les matériels au niveau de performance en phase avec les besoins du moment. Mhm. Donc, c'est une sérénité appréciable de savoir que nos SLA, sur les périmètres en croissance, s'appuieront sur les nouveaux matériels qui, eux, seront également plus puissants. Ça évite les grands mouvements de matériel dans les data centers et les espaces tampons associés. Et bien sûr, ne pas avoir à investir une volumétrie qu'on possède déjà, je pense que je n'ai pas besoin de développer beaucoup plus. Clairement, clairement. On a une question, enfin, on a plusieurs questions, mais je vais en prendre une ou deux avant de conclure et de remercier tout le monde. Il y a une question sur les aspects automatisation. Parce que c'est vrai que pour tout ce SI, on parle tout le temps de l'automatisation aujourd'hui. C'est vraiment au Oui. cœur du dispositif. Donc, comment c'est traité chez G2S? Alors, l'automatisation, on le voit comme une grande caisse de Lego. Et il Mhm. faut que chaque sous-jacent ait la capacité à produire ses briques initiales. Ces briques initiales, silo technologique par silo technologique, une fois constituées, vont être assemblées pour créer un service d'infrastructure. Et les métiers font exactement la même chose sur la partie middle et applicatif. Donc, c'est une somme d'efforts, une somme d'expertise au service d'un workflow qui, effectivement, va permettre d'amener une valorisation sur le métier. La difficulté, c'est et aussi le challenge, c'est de créer la dynamique entre les équipes qui, d'un point de vue très naturel, n'ont pas forcément des interfaces entre elles. Et donc, créer ce lien, euh, transformer la façon dont on va consommer, administrer les infrastructures, penser code de plus en plus, on parle d'infrastructure as code, c'est vraiment un élément fort. Et la dynamique que nous, on a mis en œuvre va dans ce sens-là. Donc, les équipes qui sont mobilisées autour d'une problématique métier, qui vont monter en mode commando ou future team sur une problématique pendant le temps d'un sprint, et ensuite itérer pour que le service soit toujours en progression. Donc, c'est une démarche très intéressante, très structurante. Et je pense que on est nombreux sur la place à regarder les uns les autres, à essayer de capitaliser ce qui est intéressant chez tous ceux qui ont ce même enjeu et ce même objectif. Hmm. C'est là où tu mentionnais les salons, la veille techno sont extrêmement intéressants et pour aussi côtoyer ses pairs, c'est Tout à primordial. fait. C'est, Dernière c'est, question. c'est, c'est- Dernière petite question, les critères de succès d'un test de reprise d'activité, tu l'as mentionné tout à l'heure. Mhm. C'est lorsque le client se connecte à son applicatif pour tester et valider tous les scénarios métiers et que la réponse qu'on a, c'est bon, c'est parfait. J'ai terminé mes tests. Il est 9h15 du matin, un dimanche.
vous pouvez tranquillement profiter de votre journée. Tout est bon. C'est ce qu'on aime entendre. C'est ça, c'est exactement ça. Et on a une dernière question qui vient d'arriver sur la partie sécurisation face aux menaces de cybersécurité. Est-ce que Pure a apporté des choses? Donc là, la question est précise hein, sur Pure. Qu'est-ce que Pure a pu apporter du côté sécurité à Groupama? Moi, j'ai parlé du Safe Mode tout à l'heure, qui est une fonctionnalité qui permet d'avoir des snapshots immuables. Je ne sais plus si c'est quelque chose que tu as mis en place sur la production. Non, pas pour l'instant, mais c'est une option qui est intéressante, effectivement. Euh, Comme je disais, le métier de l'assurance, on a une vraie version au risque. Donc, on utilise les capacités des technologies pures de par de la réplication. On n'est pas forcément sur la façon dont on va ventiler nos données. Mais on a également un étage, je l'ai dit en introduction, je suis responsable des équipes infrastructure, stockage et sauvegarde. Donc ensuite, on a un Bien. étage de sauvegarde. Comme tu disais, lorsque quelqu'un pénètre dans la maison, il faut avoir une première brique qui ralentit. Et ensuite, il faut avoir quelque part quelque chose qui permet de valider que quel que soit l'événement, on sera en capacité à reconstruire ou à rebâtir ce qui a été perdu. Donc oui, les technologies pures nous permettent d'avoir un fort niveau de sécurisation sur différents emplacements géographiques. C'est très appréciable et les évolutions du produit eh ben, nous permettront peut-être d'aller vers d'autres niveaux de service qui pourraient être intéressants pour nos métiers. Là aussi, en fonction du besoin, de l'usage, on piochera dans ce que le portfolio des fonctions et ensuite on bâtit. C'est notre rôle de prescripteur technologique. C'est vraiment ça qui nous anime. Mm. Le monde du stockage dans cette échelle-là, et je pense que mes pairs seront en phase avec moi, c'est loin d'être un sport de masse. Donc, ça nécessite beaucoup d'expertise. Ouais. Eh ben, c'était très agréable, Frédéric. Merci pour ta disponibilité, pour l'échange. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter via l'adresse mail Pure Storage qui est ici, ou bien à me contacter également directement, H-E-U-Z-E, @purestorage.com. Et c'est avec grand plaisir que je pourrai vous répondre directement à vos questions ou bien, si nécessaire, une mise en relation avec